Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver au programme de l'émission aujourd'hui. On va commencer par notre focus. On va reprendre le visionnage de la série La Famille Tout Écran qui est lancée par notre partenaire Le Clémy. Une série qui, vous le savez, a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques à toutes les familles quant à l'utilisation du digital au sein des foyers. On découvre un nouvel épisode ensemble juste après ça. Et puis, c'est Benoît Greenenval qui est avec nous aujourd'hui. Il a toujours une idée derrière la tech. Ça va, Benoît? Oui, très bien, merci Philippe. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du facteur humain comme un vecteur pour les attaques ou les arnaques cyber. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis, à quoi ressemblait votre job de rêve il y a 20 ans? Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Oui, mais ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Bon, on va en parler. La génération Z redéfinit complètement, en tout cas, la notion de travail, ça c'est sûr. CDI ou indépendance, bureau ou télétravail, intelligence artificielle ou retour au papier. Le baromètre 2025 du bonheur au travail réalisé par l'ISC Paris et BVA Excite nous livre une photographie intéressante. Vous allez le voir, des aspirations des 18-24 ans et les résultats sont parfois surprenants. On va en parler justement avec vous, Jean-Christophe Auguel. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir dans l'École du Futur. Vous êtes le directeur général de l'ISC Paris. On en parle dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser les enfants, les adolescents, les jeunes et les parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, Le Clémy nous propose tout de suite un nouvel épisode de sa série, votre série préférée, bien évidemment, La Famille Tout Écran, qui invite à un usage maîtrisé, toujours, du numérique. On découvre ça. Encore quelques années, la voie royale, c'était le CDI, une carrière linéaire. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. On va en parler justement dans l'émission et avec notre invité. Les jeunes de 18 à 24 ans veulent plus de flexibilité. On en parle régulièrement ici, plus d'autonomie aussi et surtout plus de sens dans leur travail. Alors, comment doivent réagir et se comporter les entreprises, s'y adapter? Est-ce que l'intelligence artificielle aussi va bouleverser leur avenir professionnel? On pose les questions tout de suite à notre invité, justement, dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, donc, Jean-Christophe Auguel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ISC Paris. Vous étiez venu nous voir la saison dernière, pour la saison 2024 de ce baromètre. C'est une nouvelle année, un nouveau baromètre donc, sur ce rapport au travail, quelque part, qu'ont les jeunes, le bonheur que peuvent avoir les jeunes, notamment dans le domaine professionnel. Il y a plein de sujets. Et plein de choses très étonnantes dans votre rapport, dans votre baromètre. D'abord, depuis la première édition de ce baromètre, est-ce que vous avez observé une évolution quelque part de la façon dont les jeunes définissent leur métier de rêve, leur job de rêve? Alors, effectivement, c'est la 3e édition. Donc, on a eu en 2022, 2023, 2024. À chaque fois, on a plus d'1 millier de jeunes, selon la méthode des quotas 18-24, qui sont interrogés. D'accord. Et il y a des choses très stables dans le temps, des choses en forte hausse, des choses en forte baisse. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Ce qui vous a peut-être étonné le plus? Ce qui nous a le plus étonné, alors ce qui est le plus étonnant, c'est que cette génération, comme vous l'avez dit, est en quête de sens dans le travail. Ouais. Ça, c'est quand même un point important. Mais pour autant, quand on leur demande sur quels critères ils vont choisir leur job de rêve, le numéro 1, ça reste le salaire. Et ça monte au fur et à mesure des années, puisque là maintenant c'est 41% qui disent que le salaire c'est quelque chose de très important et même de prioritaire dans le choix. D'accord. Alors que si on parle par exemple des valeurs RSE de l'entreprise, là c'est en train de s'effondrer, il n'y a plus que 6% qui disent que c'est un critère majeur. Ah oui, ils y portent moins d'importance. Tout à fait, ils y portent de moins en moins d'importance, le salaire de plus en plus. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en quête de sens, hein. Tout à fait. Ça veut juste dire que peut-être ils ont été échaudés par le greenwashing de certaines entreprises qui ont largement parlé de ça, et puis après, une fois que le jeune est en entreprise, il se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait ça, qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes sur ce genre de sujet, peut-être sur les réseaux sociaux qui regardent. Et là aussi, ils ont un certain nombre de doutes. Et puis parce que il y a sûrement une dilution de manière générale sur la question du sens, puisque en même temps, c'est la génération post-Covid. Ils ont des problèmes de santé mentale. Il y a la géopolitique avec la montée des guerres. Enfin, il y a plein de choses peut-être qui viennent se percuter. Et donc au final, là où peut-être la question du climat et de la RSE était vraiment top of mind, si on peut le dire. Aujourd'hui, ça reste important, mais voilà, ça vient se percuter avec plein d'autres choses.
Autre chose qui m'a surprise, je pensais que c'était plus. 53% des jeunes recherchent avant tout la flexibilité horaire. Est-ce que ça veut dire déjà qu'ils préfèrent le télétravail ou qu'ils souhaitent simplement plus d'autonomie ? Et deuxièmement, 53%, moi je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé, justement compte tenu de cette génération post-Covid. Alors oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que la notion de flexibilité n'est pas la même de leur point de vue que de celle des entreprises. Puisqu'en fait, souvent, pour les entreprises, quand on dit flexibilité, c'est un jour tu peux commencer à 8h, un jour tu peux commencer à 9h, un jour tu peux commencer à 10h. Et puis du coup, tu décaleras ta sortie en fin de journée. Donc c'est plutôt quelque chose d'infraday. Alors qu'en fait, les jeunes, eux, leur flexibilité, c'est plutôt j'ai pas envie de travailler lundi ou mardi, donc je travaillerai samedi, dimanche. Ce qui, dans le pays des 35 heures et de travail, peut poser un certain nombre de problématiques. Mais pour autant, ça reste quand même un critère très important et qui est beaucoup plus important que le télétravail. Parce que flexibilité et télétravail, c'est pas la même chose. Là, ils sont pas du tout en demande, ils sont pas trop en demande de télétravail, puisqu'il n'y en a que 27% qui considèrent que c'est un point important. D'accord. Puisque là, il faut considérer que les 18-24, souvent, vivent dans des logements plutôt exigus. S'ils ont un conjoint et que les deux télétravaillent en même temps, il n'y a pas 2 ou 3 chambres comme nous, on l'imagine quand on est un peu plus âgé dans le logement. Donc en fait, le télétravail, ce n'est pas forcément leur truc. Surtout qu'en plus, le télétravail, ça peut aussi créer des problèmes, on va dire, d'équipe, de manière générale. Les rapports sont beaucoup plus à distance, sont beaucoup plus froids. Eux, ils ont besoin d'être socialisés en entreprise, d'apprendre, puisqu'ils sont encore jeunes, de comprendre comment ça marche. Donc eux, en fait, ils préfèrent être dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'est un point important. Tout à fait. Qu'on leur donne des responsabilités, de l'autonomie, de la flexibilité. Un jour, si j'ai pas envie de venir, je viens pas, mais vous inquiétez pas, je bosserai dimanche à la place. Pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'est... Pauvres entreprises, elles doivent quand même être un peu perdues face à ça, non ? Ben c'est un des points avec l'ISC sur lequel on insiste, c'est que nous, ça nous permet de bien connaître notre public, étudiants et jeunes, mais ça permet aussi à nos partenaires entreprises, parce qu'on en a plus de 800, de mieux aussi appréhender sur quel levier ils vont pouvoir recruter les étudiants, recruter les jeunes, les conserver. Et c'est perturbant. C'est perturbant parce que on voit aussi dans le baromètre que les jeunes sont plutôt satisfaits de leur premier job. C'est 77% se dit satisfait de son job, sachant qu'entre les 18-24, il y en a la moitié qui travaille déjà. Donc c'est pas négligeable. Je suis satisfait, mais par contre, j'ai envie de bouger d'ici 2 ou 3 ans, quand bien même l'entreprise fait tout ce qu'il faut pour les attirer et les conserver. Ils ont envie de connaître différentes expériences. Donc, ça limite finalement cette capacité et les discussions qu'on a avec les DRH, avec les patrons de PME ou de start-up, c'est de dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les conserver ? Parce que c'est pas simple. On croit qu'on satisfait et puis finalement, ils ont quand même envie de bouger. Est-ce que vous leur donnez des clés ? Est-ce qu'on arrive justement à mettre la main, des mots sur ces clés pour justement retenir ces jeunes ? Alors oui, le salaire. Toujours. On boucle la boucle parce que des fois ils l'oublient. C'est une génération en quête de sens, donc on va les faire travailler sur des métiers à impact pour le bien de la planète. Donc du coup, si on oublie au passage de payer sur des salaires de marché, en fait ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut quand même aussi avoir ça. Et puis, effectivement, il faut créer une ambiance au sein de l'entreprise, se dire aussi, et ça c'est très compliqué pour les entreprises de l'intégrer, pourquoi pas, je vais embaucher un jeune, je vais le garder 2-3 ans, il va partir, mais il reste un ambassadeur de mon entreprise, et peut-être qu'il reviendra dans 5 ou 10 ans, une fois qu'il aura eu d'autres expériences. Donc, accepter aussi le in and out, c'est très compliqué, hein. Mais d'où le fameux off-boarding, qui devient tout aussi important que le on-boarding, auquel on pense plus naturellement. Soignez votre off-boarding, parce qu'on ne sait jamais, le jeune qui part à 27 ans, il reviendra peut-être à 35. Et il sera encore plus augmenté en termes de compétences. Donc autant partir bien. Autant que ça se passe bien.
On était aussi assez convaincus, et d'ailleurs je l'ai dit en introduction, que le CDI c'était fini. Ça c'était la génération d'avant où le Saint Graal c'était le CDI, c'était un parcours linéaire, etc. 28% des jeunes dans votre enquête, dans votre baromètre, disent vouloir créer leur propre entreprise. Ça c'est un signe, Jean-Christophe, de défiance dans le modèle actuel, aujourd'hui, salarial, classique, ou plutôt un besoin d'indépendance et de liberté? Alors, je pense que c'est un peu les deux, en réalité, parce que ça fait partie des tendances en forte hausse. Parce qu'entre la première édition et la troisième, on est passé de 24% à 28%. D'accord. Ils considèrent que le job de rêve, ils l'obtiendront en créant leur boîte. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une génération très entrepreneuriale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays, et pour les initiatives et pour l'innovation. Ça monte. Alors c'est aussi parce que effectivement peut-être qu'ils ne pensent pas que ça va être en entreprise qu'ils vont trouver leur bonheur d'une certaine manière. Donc autant se créer soi-même sa boîte. Donc ça c'est peut-être un peu le côté défiance. Et puis c'est peut-être là où on aura la plus grande flexibilité. C'est peut-être là où on va gagner le plus d'argent. A priori, si on est son propre patron. Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, dans les faits. Donc, alors dans les faits, voilà, ça peut être très différent, mais en même temps, c'est quand même bien d'avoir aussi une forme, d'avoir des idéaux, d'avoir une projection. Les générations précédentes, alors il n'y avait pas notre baromètre, donc on ne pouvait pas mesurer exactement pareil, mais étaient moins entrepreneuriales, préféraient aller plutôt dans les grandes entreprises, dans la fonction publique. C'était un peu les métiers un peu sécures. Tout à fait. Là, on voit aujourd'hui que sur ces métiers-là, c'est plus du tout dans les priorités des jeunes. Donc voilà, plus on aura un potentiel de créateurs important, et il y aura évidemment du réajustement un peu plus tard à 30, 40 et autres ans, mais bon, ça donne un bon potentiel, je trouve, et c'est plutôt quelque chose qu'il faut essayer d'entretenir. Plutôt que dès le départ, mettre le plafond de verre en disant « ouais, ok, tu veux créer, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, etc. etc. » Donc, il faut aussi s'adresser aux parents. Si vos enfants ont des velléités de création d'entreprise, encouragez-les, c'est important. Vous parlez à une convaincue, Jean-Christophe, j'en suis bien d'accord. On va continuer à parler de ce sujet, de ce baromètre aussi, dans un instant ensemble. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le ZAP, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
voilà, c'est la fin du ZepTech et on est toujours de retour sur l'École du Futur, sur le plateau, en compagnie de notre invité Jean-Christophe Fogel, directeur général de l'ISC Paris. Juste avant, Jean-Christophe, de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald, qui a une idée derrière la tech. Benoît, vous avez suivi la présentation récemment d'un travail de recherche universitaire lors d'une conférence au campus cyber de Paris. Quel était son thème et le cadre de cette conférence ? Eh bien, c'est une présentation qui a été faite par Marlène Dulaurent de son travail de recherche, effectivement, qui a été menée conjointement avec Jean-Christophe Federbe. Et ils abordent l'aspect humain dans les attaques cyber. Et la présentation était intitulée « Quand l'ingénierie sociale fait de l'humain un vecteur d'attaque ». Et cette recherche est menée au sein d'un programme qui s'appelle le PEPR, c'est le Programme et Équipement Prioritaire de Recherche. C'est financé par France 2030, ça a débuté en 2022. Et l'objectif est de répondre à 10 défis de recherche au service de la filière cybersécurité. Et donc parmi ces projets, il y a le DEFMAL, c'est la lutte contre les logiciels malveillants, dont fait partie cette étude. Et d'ailleurs, je vous invite à voir leur site internet, il y a plein de projets, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, on vous sent passionné par le sujet, très attiré, et ça a dû capter votre attention aussi. Pour quelles raisons précisément ? Eh bien parce que c'est un point de vue différent sur les attaques que l'on a l'habitude de traiter, en tout cas chez nous, majoritairement, ou dans la cybersécurité, non pas donc sous un angle technique, mais bien sous un angle humain. Et on se dit souvent, cela n'arrive qu'aux autres, ou comment sont-ils tombés dans le panneau ? Eh bien, ces sciences humaines et sociales s'invitent dans la cybersécurité et nous apportent un autre regard pour mieux comprendre ces cyberattaques. Donc, si je comprends bien, cette recherche, elle se concentre plutôt sur l'humain dans les attaques numériques. Par quel constat cette présentation elle a débuté ? Eh bien, elle a tout d'abord débuté par un élément clé, c'est que le facteur humain est impliqué dans plus de 90% des cyberattaques. Et ensuite, elle a présenté différents rappels génériques du cadre de sa recherche, c'est-à-dire que les attaquants sont motivés, qu'ils sont rusés, qu'ils doivent remplir leurs objectifs. Elle a également rappelé qu'il y a des limites techniques aux solutions qui sont censées nous protéger. D'une part, elles ne peuvent pas empêcher toutes les erreurs humaines, et d'autre part, elles sont elles-mêmes pas infaillibles à 100%. Et puis ensuite, elle a rappelé qu'il y a également des limites dans la formation, dans la sensibilisation, notamment si elle est trop théorique, s'il y a de la lassitude, de la surresponsabilisation des individus, voire un manque de culture de cybersécurité. Bref, ce qu'il faut en tirer, c'est que c'est difficile de trouver un équilibre entre la formation, les solutions et le facteur humain. Et alors, je comprends aussi qu'elle a travaillé sur les aspects du fonctionnement de notre cerveau, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, il y a eu quelques rappels, beaucoup de découvertes, notamment sur le fonctionnement de l'être humain d'une manière générale. Quelles sont les différentes fonctions cognitives, à savoir, elles sont au nombre de 6. Il y a la perception, l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage et le raisonnement. Et puis, il y a également des biais cognitifs qui en sont dérivés, voire associés, et qui sont en lien avec nos besoins principaux. Et c'est une classification de Buster Benson et qui vise à nous protéger, c'est-à-dire agir vite, limiter le trop-plein d'informations et trouver du sens, ainsi que simplifier nos souvenirs. Alors, à partir de ces comportements ou de ces limites humaines, comme on peut les appeler, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les attaquants ? Eh bien, dans la présentation, il y en avait 3 principales. C'est la stratégie de persuasion, la stratégie profitant des exigences sociales et surtout une stratégie d'urgence. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour la stratégie de persuasion. Et bien, il y a notamment l'effet de halo qui est utilisé. Par exemple, un faux influenceur, pourquoi pas créé par l'intelligence artificielle, va vous proposer une opportunité d'investissement garantie, avec des rendements élevés, forcément. Il affiche une vie luxueuse, des beaux habits, des voitures de sport, des voyages. Et donc, les victimes associent son apparence et son succès à sa capacité financière, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout certain, voire même, c'est souvent une arnaque, et certains vont malheureusement le suivre. Et puis, il y a également la stratégie d'exigence sociale. Et donc là, on est sur un biais, notamment de cadrage. On voit qu'on a des emails qui proviennent soi-disant des autorités, qui vont nous demander de payer des amendes. Alors, il y a le logo gendarmerie, police nationale, etc. Bien entendu, c'est pas vrai, mais malgré tout, ça va fonctionner, ça va nous donner confiance. Et puis la dernière, qui est souvent certainement la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'urgence, et elle exploite le biais d'action ou d'amorçage. Il faut qu'on agisse rapidement et sans réfléchir, et c'est souvent combiné avec d'autres techniques. Par exemple, vous avez votre ordinateur qui est pris en otage, il y a une page qui s'affiche, il y a du son qui sort des différentes enceintes, et fort heureusement, au milieu, vous avez un numéro de téléphone, soi-disant pour vous dépanner. Ça usurpe des marques connues, donc là encore, il y a des éléments qui vont nous rassurer, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un dernier mot pour conclure, peut-être, Benoît ? Oui.
Et alors, si vous dites notamment que vous n'êtes pas sensible à un instant donné à ces faux SMS qui visent à des arnaques, par exemple de livraison de colis, de fausses zones à faible émission ou à la carte vitale, que vous pouvez les repérer facilement, eh bien, ne pensez pas pour autant qu'aucune manipulation ne puisse vous atteindre. Les tentatives sont nombreuses, elles sont protéiformes et il suffit malheureusement d'une fois et de cliquer sur le mauvais lien pour donner sa carte bancaire, ses données personnelles et ainsi de les retrouver dans la nature. Ça m'est déjà arrivé et ça coûte très très cher, je peux vous dire. Je suis bien d'accord. Ça vous est déjà arrivé aussi, Jean-Christophe? Alors non, je ne crois pas. On touche du bois tout de suite. Je dis que ça peut arriver quand même à tout le monde, effectivement. C'est clair, même les plus jeunes. Ils sont malins et rusés, les cybercriminels. Et fin psychologue. Vous êtes là justement pour nous donner les bonnes pistes et les bonnes clés pour y faire attention. J'allais dire en prendre garde, mais oui, y faire attention. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour cette chronique. On continue, vous allez voir, à parler numérique et un peu d'intelligence artificielle tout de suite dans la deuxième partie du talk. On va continuer effectivement à parler de ce sujet du numérique, non pas en parlant des menaces qui peuvent peser sur les jeunes, quoique près de 60% des jeunes interrogés par votre baromètre, Jean-Christophe, déclarent utiliser peu, voire jamais l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Comment on explique aujourd'hui ce décalage entre l'image d'une génération hyper connectée, où on a l'impression qu'ils sont tous sur ChatGPT ou sur d'autres intelligences artificielles, et les faits, 60% qui déclarent utiliser peu, voire jamais l'IA dans leur quotidien. Oui, alors ça a été une surprise. C'est une grosse surprise du baromètre, puisque tous les ans, on pose les mêmes questions, et tous les ans, on fait par contre un focus différent. Donc, tout à fait. L'an dernier, c'était sur les perceptions hommes-femmes, sur la question du bonheur au travail. Cette année, c'était sur l'IA. Et effectivement, à notre grande surprise, beaucoup de jeunes encore aujourd'hui n'utilisent pas, peu, ou jamais l'IA, que ce soit dans leurs études ou que ce soit dans leur travail. Donc ça, c'est un point important. Par contre, il y en a 21% qui disent l'utiliser quotidiennement. Bon, donc ceux-là, il y a quand même aussi des gros utilisateurs. Mais on voit qu'il y a une sorte de fracture sur cette histoire d'IA au niveau des 18-25 ans. J'appelle ça presque une fracture sociale. Ouais. Puisqu'en réalité, il y a les adeptes, ceux qui l'utilisent tout le temps, ceux qui l'utilisent presque pas. Et quand vous croisez, en fonction, on va dire, des profils des 18-24, ce dont on se rend compte, c'est... Alors évidemment, là, je vais caricaturer exprès, mais en réalité, les hommes l'utilisent plus que les femmes. Les jeunes hommes, jeunes femmes. D'accord. Les franciliens l'utilisent beaucoup plus que les provinciaux. Les CSP+, l'utilisent beaucoup plus que les CSP-. Ah oui, donc tous les traits sont vraiment... Les bac plus 5, beaucoup plus que les bac moins 5. Donc en fait, il y a vraiment cette polarisation où on a l'impression que l'IA est utilisée par une certaine catégorie de la population, et puis pas du tout par d'autres. Donc ça, je pense que ça doit être quand même intégré d'une façon ou d'une autre dans la vision qu'on doit avoir de l'IA, puisque pour moi, l'IA, c'est quelque chose pour tous, d'une certaine manière. Hein. C'est comme l'électricité, c'est comme aujourd'hui le réseau, le Wi-Fi, enfin, tout le monde doit y avoir accès potentiellement. Oui, parce que là, ce que vous dites, c'est que ça accentue quelque part une vraie fracture sociale. Tout à fait, tout à fait. Ça... Et quand on leur demande, parce qu'on leur demandait d'associer l'IA à des émotions, qu'est-ce que vous avez comme émotion si on vous amène l'IA? La première qui ressort, c'est la curiosité. 40% des jeunes disent ça me rend curieux. Mais tout de suite derrière, 31% de l'inquiétude, 25% de l'incertitude. Donc ça, c'est plutôt des émotions négatives. Bien sûr. 18% de l'enthousiasme. Bon, donc voilà, c'est polarisant et polarisé. Ils pensent que ça peut, si on leur demande est-ce que ça peut vous aider au travail, 39% disent oui, 39% disent non. C'est ça. Ils estiment donc une partie... Match nul. Balle au centre. Ils estiment ne pas être préparés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. Ça, c'est quand même un sujet. Est-ce que ça veut dire que ce sujet de l'intelligence artificielle, une formation à cette technologie, devrait être presque incluse, permise dans l'éducation nationale, dans les programmes ? Alors en tout cas, il y a forcément de l'accompagnement à faire, ça c'est sûr. Est-ce que ça doit être tout aussi important que l'histoire, la géo, le français ou les maths? Je ne sais pas encore vous dire à ce stade, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut une culture tech de manière générale, une culture numérique qui intègre évidemment l'IA, puisque on sait que, c'est ce qu'on dit aussi souvent, nous, aux étudiants de l'IAC, c'est que l'IA, ça peut être votre principal allié en termes de productivité, en termes de créativité, pour vous aider à être beaucoup plus efficace et mieux.
c'est votre principal ennemi si vous l'utilisez bêtement, sans esprit critique, que vous faites du copier-coller de ce que ça vous sort et que vous ne cherchez pas à reformuler tout ça. Là, vous allez faire des choses catastrophiques, pas créatives, et vous allez perdre du temps et vous allez être sanctionné. Donc, il faut quand même bien expliquer comment bien l'utiliser et ce qui nécessite quand même au départ, avoir quand même des connaissances, avoir l'esprit critique. Et quand on a ça dans un domaine donné, en fait, l'IA, c'est génial. Là, pour le coup, on est tout à fait d'accord avec ça. Vous allez devoir intervenir dans toutes les écoles, Benoît. Ah oui, complètement. Tous les jeunes, mais déjà pour annoncer que c'est un élément qui est vraiment très important, un outil hyper puissant. Et puis aussi pour rappeler, comme vous l'avez dit, les différents biais que l'on peut trouver dans l'IA, notamment celles qui sont liées au sexisme, celles qui sont liées à des fausses informations. Donc il faut être très prudent avec l'IA, mais ça reste un outil formidable. Là, si je peux ajouter, c'est très intéressant. 64% des jeunes considèrent que l'IA génère des problématiques éthiques. Donc ils ont conscience qu'il y a des problématiques éthiques, celles que vous avez citées, la question aussi des données personnelles, la question de la souveraineté des données. Voilà, ils savent que ça génère ça et donc ils ne l'utilisent pas non plus de manière béate par ailleurs. Donc c'est important aussi de les accompagner, de les former à ça. Un autre sujet, au-delà de l'intelligence artificielle, c'est celui des réseaux sociaux. On apprend dans votre baromètre que les jeunes s'inspirent des influenceurs et des success stories sur TikTok et LinkedIn pour définir leur propre vision du travail. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau ou pas du tout ? Alors ça, je crois que ça ne l'est pas, justement. Ouais. Là, c'est une tendance qui s'installe. Hein, ils sont très connectés, comme on le disait, mais leur principal point de connexion par rapport à la question du numérique, c'est les réseaux sociaux. Ouais, ils sont très utilisateurs. TikTok et Instagram étant vraiment les deux gros réseaux sociaux majeurs dans leur utilisation. Et donc, c'est avec les algorithmes de ce qu'ils voient, hein, évidemment, c'est tous les biais et tous les éventuels problèmes qui sont générés sur ces réseaux sociaux, ils les intègrent à leur façon. Donc les influenceurs, ce sont pour eux effectivement des gens crédibles de manière générale sur la manière de raconter le monde au sens large. Donc évidemment, le monde du travail n'y échappe pas. En fonction de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ça crée leur imaginaire, ça peut aller sur ce qu'on avait dit un petit peu avant, sur l'entrepreneuriat, sur les questions de salaire, et au contraire sur le greenwashing, etc. Bon, donc tout ça influence énormément. Et là aussi, ça doit être aussi un petit point de vigilance d'une façon ou d'une autre, parce qu'on sait bien que les réseaux sociaux, il y a quand même à boire et à manger dans ce qui est pushé sur leurs écrans. Donc voilà, là aussi, c'est important de pouvoir accompagner en disant voilà, c'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi la réalité. Et donc, il y a des manières de les sensibiliser au monde du travail en organisant des tables rondes, que l'entreprise puisse rencontrer, parler des métiers. Tout ça, c'est quand même aussi très clé pour qu'ils se fassent une autre idée. Les stages, maintenant, il y a des stages, que ce soit au collège ou au lycée. Je trouve que c'est intéressant qu'ils aient passé 2-3 jours dans une entreprise pour voir comment ça se passe. C'est très formateur et ça peut permettre peut-être de déconstruire certains stéréotypes du monde du travail ou de les renforcer. C'est toute la question. Et on va terminer là-dessus. Ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas, Jean-Christophe Vogel, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle donc ce baromètre, un baromètre du bien-être. C'est comme ça que vous l'appelez, baromètre le bonheur au travail vu par les jeunes de l'IST en partenariat avec BVA X-Site. Merci. Vous revenez l'année prochaine ? Avec plaisir. Pour nous présenter. Bien sûr, avec plaisir. Merci à vous aussi, Benoît, d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30. D'ici là, passez une très, très belle journée. Ciao.